Salut, bienvenue dans Langue Déliée. Bonjour et bienvenue dans Langue Déliée. Exactement. Alors on se retrouve à nouveau sur ce même canapé qui portera en fait sur un sujet avec plusieurs du coup thématiques à l'intérieur. Et ce sera sur le désir et l'excitation aujourd'hui. Ting, ting, petite discussion. Exactement. Alors on a voulu choisir désir et excitation parce que justement, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire désir et excitation ? Il y a beaucoup de choses qui englobent ces deux termes, beaucoup de mythes, beaucoup de croyances. De croyances, exactement, merci. Oui. Beaucoup d'interrogations aussi soit de différenciation, soit justement assez peu de différenciation entre ces termes, alors que c'est quand même des termes qui veulent dire différentes choses. Voilà. Donc au final, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est quoi qu'est-ce que regorgent ces termes de désir et excitation ? Exact. Alors bon, il y a quand même une différence entre ces deux termes. Le terme de désir, c'est plutôt quelque chose qui est dans l'anticipation, dans le building up, un peu la construction de l'excitation. Mais c'est le désir, c'est plutôt au niveau sensoriel, psychologique, la mentalisation un petit peu de qu'est-ce qui va se passer après. Voilà, c'est un peu... c'est la recherche, c'est la recherche, exactement. L'envie, la recherche. L'envie, la recherche. Alors que du coup, l'excitation, c'est plutôt la réponse physiologique, donc la réponse de notre corps, de qu'est-ce que ça fait quand on désire dans notre corps. C'est ça en fait. Voilà. Et l'excitation, c'est en phase un petit peu. Il y a des phases d'excitation et puis c'est progressif et ensuite dégressif forcément aussi parce que c'est comme ça, comme la sexualité. Rien que ça, déjà le fait que ce soit... Souvent on les confond justement et rien que ça, le fait que ce soit recherche et réponse... au final, c'est vrai que quand on parle un peu autour de nous, et c'est pas forcément quelque chose qui revient, cette distinction. Exact. On va vraiment les confondre et du coup, cette confusion, elle va apporter, on va voir par la suite justement, pas mal d'attentes sociales, voilà, c'est regorgé de plein de choses, ces deux termes. Donc d'où l'importance d'y parler aujourd'hui. Et puis aussi de clarifier du coup les différences, parce que forcément ça aboutit à des choses différentes en termes que ce soit des problèmes ou alors d'attente comme tu disais, et puis du coup c'était bien de pouvoir clarifier en tout cas ces deux termes de base, et puis comme a dit Nicieta, on va voir un peu tout ce que ça déclenche en nous, que ce soit au niveau psychologique, au niveau social, au niveau relationnel et au niveau physique aussi, ce désir et cette excitation. Donc pour commencer déjà, pourquoi donc ce thème comme on a dit et pourquoi c'est si mal compris, c'est que déjà on a trois pôles un peu qui viennent graviter autour par exemple du désir. On a vraiment tout d'abord énormément de mythes qui sont reliés. On a dit avant des tabous et puis aussi, comme on a aussi dit, des attentes sociales. Donc ces trois pôles-là, ça fait que quand on les mélange, on va ensuite avoir des sentiments un peu de culpabilité, de honte, etc. quand on n'est pas conforme à ce que est le désir dans nos sociétés en fait. Et puis ça va amener évidemment après plusieurs frustrations de manière assez automatique. Oui, et puis voilà, comme tu le dis très bien, ces trois pôles, en fait, ils viennent un peu alourdir des choses qui en fait, se passent à l'intérieur, soit dans notre tête, soit dans notre corps, mais des choses qu'on pourrait prendre comme acquises, comme on se pose pas de questions, puis en fait, tous ces mythes et fausses croyances et incompréhensions, et on le verra aussi, ça se passe différemment chez chaque individu, donc aussi c'est ressenti et vécu de manière différente, et puis des fois... ça peut venir un peu poser du poids sur des choses qui semblent être très naturelles finalement et qui peuvent l'être. Mais simplement de comprendre aussi comment nous on fonctionne, comment on est impacté ou non par un peu ce qui se passe autour et l'environnement, ça nous permet après de nous comprendre mieux et puis de mieux vivre tout ça. Complètement. Déjà, l'une des premières un peu fausses croyances, on va dire, par rapport au désir, c'est que justement il est toujours
très spontané et très intense. Alors, je vous dis direct, non, pas forcément. Alors, pas forcément. Alors oui, il y a le désir justement spontané, c'est vraiment celui qui va venir un peu de manière naturelle. Et après, il y a le désir qui est justement réactif, qui est beaucoup plus présent. C'est le désir, comme elle disait, celui qu'on recherche et puis qu'on fait en sorte. Donc, il va y avoir en fait tout un travail préliminaire avant pour pouvoir ressentir du désir. Donc déjà, vraiment, distinction, 1, 2. Et puis bon, on y reviendra après vraiment spécifiquement dans aussi les relations et tout ça, mais c'est vrai que du coup des fois on peut attendre de nos partenaires que voilà, il ait un désir hyper ou elle ait un désir hyper spontané comme ça, en mode voilà, j'ai trop envie des fois que tu viennes vers moi, que machin. Et en fait des fois c'est des personnes qui fonctionnent selon un désir plutôt réactif, et du coup il peut y avoir aussi un peu cette incompréhension, le fait de ne pas se sentir désiré. Mais voilà, c'est assez complexe et on y reviendra de toute façon, et à la fin on vous donnera un petit outil comme ça à voir. Et puis... on s'immisce un peu dans vos vies. Non. Mais voilà, du coup c'est aussi essayer d'équilibrer, de trouver aussi, et puis finalement le but n'est pas de blâmer l'autre, mais plutôt de comprendre les fonctionnements de chacun pour pouvoir fonctionner ensemble au mieux. Bah justement c'est ça en fait, c'est que c'est nuancé, le désir est nuancé, vraiment c'est le terme à apporter. Puis d'ailleurs aussi d'où notre podcast, c'est qu'on veut vraiment nuancer les choses, apporter une meilleure compréhension. Et quand on parle de nuancer, c'est que effectivement c'est influencé. Il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en compte dans nos vies, que ce soit justement au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau changement, contexte, plein de choses qui vont en fait influencer notre nous-mêmes et qui vont faire que le désir il n'est pas forcément justement intense et hyper spontané, et puis qu'il n'est pas forcément synonyme que s'il n'y a pas de désir justement on n'aime pas l'autre. Ça va pas du tout de pair en fait. Alors oui, ça peut arriver, hein, on dit pas que, mais c'est pas forcément ce qui est plus observable, on va dire. Exact. Et puis c'est vraiment simplement pour reprendre un exemple que je pense tout le monde a déjà vécu en ayant une sexualité active, c'est aussi de se dire mais voilà, quand on rentre d'une journée où on n'en peut plus et tout, et puis que l'autre, son partenaire ou sa partenaire est là, et puis ça fait 5 heures qu'elle est à la maison ou qu'il est à la maison, et puis plein de films, plein d'imaginaires érotiques s'est passé, puis en fait on est en décalage complet. Il y en a un des deux ou une des deux qui est dans un stress, qui est dans je viens de rentrer, j'ai envie d'une douche, j'ai envie de me déshabiller, de me mettre dans des habits tranquilles, j'ai envie de manger un truc et tout, et l'autre qui est là et qui avait nourri genre ça va être comme ça, et en fait ça fait un flop chez les deux parce qu'il y a trop d'attentes d'un côté et il y a vraiment zéro envie et zéro réceptivité à ce moment-là parce que c'est pas le bon moment simplement. Exactement. Et du coup c'est de comprendre que c'est pas un rejet par rapport à tout, c'est juste que voilà, en fait c'est ça qu'il faut un peu comprendre, et comme tu disais c'est nuancé, donc ça veut pas dire que au moment là de la rentrée c'est un non, que dans un moment plus tardif, plus loin, ce sera un non définitif. Exact. Et ça veut pas non plus dire que les envies s'alignent constamment, le désir s'aligne constamment, et les excitations pareil, parce que comme on a dit, l'excitation c'est la réponse physiologique de l'envie et de la montée de l'excitation et tout ça, mais du coup finalement ça peut aussi qu'il n'y ait pas, parce que justement au niveau psychologique, au niveau du corps, on n'est pas prêt à être réceptif ou prête. Et voilà, il faut que les choses s'alignent, il faut aussi être à l'écoute de son corps, je pense, et puis à l'écoute de son partenaire, parce que c'est aussi ok, quoi. Oui, justement, en plus c'est ça qui est un petit peu quand même paradoxal dans tout ça, c'est que on a cette tendance à avoir des attentes, justement par rapport, si on est par exemple dans une relation, d'avoir des attentes de l'autre partenaire, et puis finalement ces attentes elles vont plutôt mettre, comme j'ai dit, des sentiments de culpabilité, de honte, de pression, et puis au lieu de parfois un peu laisser le temps de digérer un peu les choses de la journée, ou peu importe ce qui s'est passé sur le moment T, ou des périodes, hein, c'est pas forcément juste un moment T, c'est un moment qui peut être plus long, paradoxalement ça met des pressions, et puis ça apporte encore plus de frustration, et ça apporte encore plus d'incompréhension, et ça repousse un peu même l'autre, parce que on se sent pas
comprise. Exactement. Puis c'est ça, le but, notre but, c'est aussi justement de comprendre pour démystifier vraiment le sens de désir et de excitation et être beaucoup plus épanoui et avoir une qualité beaucoup de vie meilleure, que ce soit dans la vie affective et sexuelle. Être sexologue, c'est pas forcément justement se limiter aux troubles sexuels, c'est justement aussi parler des difficultés de vie affective et sexuelle. Donc voilà, c'est vraiment un tout, quoi. Ça va avec. Exactement, ça va avec. Et puis, souvent, voilà, comme on vient de le dire, c'est un long continuum. C'est un long continuum qui doit être nourri, qui doit être construit, qui doit être entretenu, mais aussi avec soi-même, simplement. Et puis, ça fluctue aussi au cours de la vie. Par exemple, les contraceptions influencent sur le désir et l'excitation. Il peut aussi y avoir des manques de lubrification, le stress, des traumas. Enfin, ces choses peuvent aussi influencer et l'érection et la lubrification aussi, et l'envie et la capacité aussi à avoir du plaisir et à avoir des orgasmes et de la jouissance, et puis aussi à s'ouvrir à une relation et à s'ouvrir à être ok de vivre une sexualité avec un ou une partenaire finalement. Et ça peut amener à des troubles, donc comme je l'ai dit, troubles de l'érection, vaginisme, manque de lubrification, sécheresse vaginale, mais au-delà de ça amène aussi une souffrance qui peut être psychologique, qui peut être relationnelle, émotionnelle. Et puis souvent, on a un peu cette fausse croyance que la libido, aussi dans des âges plus âgés, alors déjà, que c'est tout le temps on point. Et ensuite, voilà. Et aussi qu'à des âges plus âgés, ça disparaît. Alors que non, spoiler. Votre vie peut être encore fun à 60 ans. Oui, très fun même. Et 70, et 80, et 90. Ouais, exactement. Non. Ouais. Justement, c'est important de le dire aussi, oui, complètement, hyper important de le dire que là on va vraiment venir détruire les croyances, au cas où là on est là pour ça là. Exactement, on est là pour ça. Mais justement, alors effectivement, déjà pour commencer en fait, on va parler de tout, que ce soit la sexualité solo, la sexualité en groupe, en couple, la sexualité des aînés, des personnes asexuées aussi, ça va de pair du coup évidemment, mais avant cela, ce serait intéressant justement de savoir c'est quoi les sources et puis tout ce qui est les déclencheurs du désir. Qu'est-ce que tu en penses du coup par rapport à ça en fait? Qu'est-ce qui apporte du désir finalement? Alors moi je pense que de toute façon évidemment, comme on va le répéter au cours de à peu près tous nos épisodes, chaque personne a sa sexualité et c'est difficile de tirer des facteurs généraux quoi. Mais bon, on s'entend, on peut quand même trouver des terrains communs, je pense. Et du coup, c'est aussi ça. Souvent, on dira aussi apprendre à se connaître et apprendre et savoir un peu sur son corps, sur ses réactions, sur ses ressentis. Donc, c'est pas une pression en mode il faut le faire absolument quand vous vous sentez prêt, à votre rythme. Mais forcément, découvrir sa sexualité avec soi-même et puis savoir, ou bien aussi avec des partenaires, mais en étant dans un contexte safe et puis en se sentant bien. Ça permet aussi de découvrir à quoi on est réceptif. Exact. Dans le désir et aussi dans la physiologie de qu'est-ce qui nous fait plus ou moins réagir. Pour certains, les bisous dans le cou direct, c'est incroyable. D'autres, c'est les caresses. D'autres, c'est aussi tout le build-up. Vraiment les petits mots, les petits gestes tendres tout au long de la journée. Et ça, on y reviendra aussi, que c'est important, l'anticipation dans l'excitation et le désir. Et puis voilà, en sachant un peu plus comment soit on fonctionne, c'est aussi plus facile d'arriver à une sexualité épanouie ensuite en couple, avec des partenaires, en groupe, enfin voilà. Complètement. Et justement, on parle de spectre du désir parce que par spectre du désir, ce qu'on entend, c'est que déjà, c'est pas forcément intense et fixe. Comme a dit Mathilde, c'est individuel, il y a vraiment une gamme de préférences, une gamme d'intensité, une gamme de plein de choses et c'est pas du tout, c'est pas pareil pour tout le monde, c'est vraiment, je répète, individuel. On dirait que je donne un cours épelé. C'est des chiffres et des lettres. Ah oui. IND. Je
te jure. Mais c'est ça, c'est vraiment important et on le répétera jamais assez, vraiment, je pense, parce que le fait que ça devienne une norme, en fait, que c'est une norme, pardon, qu'il y a une espèce de norme autour de ça, bah, c'est ça qui complique énormément et même pas que dans le désir et la sexualité, mais dans plein d'autres thématiques, si on reste dans le domaine de la sexualité, pas que le désir et l'excitation, pardon. Si on reste dans le domaine de la sexualité, bah, c'est un peu ça qui revient tout le temps, c'est qu'on se fait un peu avoir, et nous les premières, faut pas croire. C'est un travail constant. Hein, exactement. On se fait un peu avoir par toutes ces normes sociétales et après les espèces de pensées parasites qui viennent un peu nous ranger et qui viennent apporter beaucoup de sentiments de souffrance, quoi. Ouais. Donc voilà, individuel. Ouais, après c'est vraiment, je pense que ce sujet il nous permet aussi de mettre en avant l'importance d'être dans ses ressentis, quoi, dans des moments intimes. Avec soi, avec d'autres personnes, mais parce que aussi des fois, si on fait en fait, là je devrais ressentir ça, là en fait, si on commence à mentaliser des choses, du coup on n'est plus du tout dans les ressentis, mais on est dans justement la pression de ce qu'on attend de nous, les normes, est-ce que là c'est normal de faire ça, est-ce que je suis présentable dans cette position, voilà, il y a 1000 choses qui peuvent traverser notre esprit, puis si c'est des pensées qui sont là puis qui repartent, fine, ma foi, on peut pas non plus se mettre sur off. Exact. Mais par contre, de pas rester bloqué dans ces pensées-là, parasites, ça nous permet aussi de revenir à son corps et puis de refaire le focus inverse en mode, en fait, oui, je suis excitée, oui, je suis bien là dans cette situation, ça me chauffe, je sens qu'il y a quelque chose, il y a de l'alchimie, j'ai envie que ça se passe bien. Et puis de lâcher et de permettre à notre corps d'avoir une réponse physiologique adaptée au moment, adaptée à notre mentalité à ce moment-là, et puis de décrocher et de vivre à fond ce plaisir-là. Et puis des fois ça peut être bloqué par le stress, plein d'autres choses, parce qu'on est traversé par 1000 choses à la minute, quoi. Et justement, avant on parlait justement du stress, de la contraception, mais il y a aussi des médicaments comme tout ce qui est antidépressif et tout autre médicament de manière générale, et quand on parle aussi de stress, ça englobe pas, il y a le stress, l'anxiété autant que tel, mais il y a aussi le stress et l'anxiété reliés par exemple aux dépressions. En fait, tout ce lot-là, les cancers, tous ces changements de vie, toutes ces étapes de vie, sont impactent de manière inconsidérable la tête et le corps, pas que le corps. Donc voilà, mais c'est vrai que justement par rapport à ce qu'on disait, comment aussi comprendre un peu ce qui se passe, nous on va un peu donner quelques petits tips un peu dans ce sens-là, parce que c'est vrai que si on parle de relations longue durée, une longue relation, pardon. C'est vrai qu'on a un peu cette idée de le début de relation, naissante, la passion, les pulsions, le fait de pas se retenir. Exactement. Alors, en règle générale, c'est vrai que c'est ce qui est observé, mais pas forcément, mais c'est ce qui est observé. Et puis qu'après, avec le temps, au fil du temps, ça commence à un peu, on parle plus justement, et c'est ça qui est intéressant, on parle d'habituation, l'essoufflement du désir. C'est la routine, finalement. Voilà, exactement. On s'y habitue en fait tellement que du coup, c'est mécanique, comme tu disais avant, c'est vraiment du tchac, 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 et on retrouve plus en fait cette flamme qui vient apporter justement le désir, l'excitation, pardon, cette flamme du désir qui vient apporter l'excitation. C'est plus clair. Oui. Non, et puis je pense que c'est hyper important d'en parler, parce que c'est quelque chose que je pense tout le monde plus ou moins a vécu, vivra ou vit. Et puis c'est aussi ok en fait. Et puis, ma foi, dans le sens que, sans vouloir amener un coup derrière la nuque là, mais c'est aussi la vie. Je veux dire, forcément, quand on s'installe, on pose des bases solides et puis on décide d'avancer ensemble en couple ou en trouble ou en concubinage, peu importe.
la forme, mais finalement, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il y a aussi une forme d'habituation, comme tu disais, de l'autre, et puis des schémas. On commence à comprendre un peu comment fonctionnent ses partenaires. Et puis finalement, ça s'inscrit aussi dans un truc un petit peu moins spontané, un petit peu moins « waouh, je suis surpris, c'est excitant ». Voilà. Ça peut quand même rester excitant, mais ça prend d'autres formes, et puis ça demande peut-être un petit effort en plus de se dire, j'ai envie de nourrir ça, j'ai envie de nourrir encore notre imaginaire érotique à plusieurs, à deux, en couple. Et puis, ça demande peut-être un petit step back en se disant, ok, il y a des périodes où il n'y a pas le temps, il y a des périodes où c'est pas le moment, il y a des périodes et c'est ok, et c'est aussi bien de pouvoir être transparent avec les personnes avec qui on le vit. Et puis, si des fois il y a envie d'aller un petit peu plus loin, ou bien de se redécouvrir, ou de remettre un petit effort là-dedans, et de se dire, ok, viens, on en discute. Voilà, et exactement. Qu'est-ce que toi tu aurais besoin, qu'est-ce que moi j'aurais besoin, comment on fonctionne, ça peut de nouveau être comme ça. Et puis d'être capable de remettre ça sur la table, quoi. Et je pense que ça, c'est la clé aussi, c'est la communication quand même, et puis le fait d'être à même de pouvoir être transparent avec ses partenaires. Voilà. En fait, c'est un peu une espèce de création de nouveautés, justement parce que quand on parle d'essoufflement du désir, le terme il dit quand même beaucoup de choses. Le but c'est de créer des nouveautés, de stimuler le cerveau et le corps, notamment en communiquant, mais aussi et surtout, même avant, je pense, communiquer. C'est vrai qu'on parle souvent un peu de communication, etc. Mais je trouve qu'avant ça, je sais pas ce que tu en penses, mais avant ça, moi je trouve qu'il y a quand même l'écoute qui est... même numéro 1 avant la communication. Alors oui, ça en fait partie, c'est ça. Ouais, voilà. C'est un peu là, je suis en train de hiérarchiser, c'est pas le truc que je veux faire, mais c'est pour dire que si on communique, voilà, exactement. Si on communique super bien les deux, mais que finalement on s'écoute pas, quoi bon. Donc, c'est super, hein, mais faut quand même prendre en compte justement en compte vraiment ce que l'autre dit pour mettre son grain de sel et puis vouloir des nouveautés, vouloir changer. Voilà, on n'est pas non plus des magiciennes, on ne va pas pouvoir faire le travail à votre place, il faut aussi vouloir. C'est une question aussi de tout ça, quoi. Et puis je pense que c'est aussi important de rappeler que c'est aussi ça peut ne pas être facile de lancer cette discussion, quoi, parce que on veut pas blesser les sentiments de l'autre, on veut pas que ça vienne, le but c'est pas non plus de mettre que des reproches sur la table et de dire tu me touches plus, je vois que t'as plus envie de moi, de toute façon ça t'intéresse plus. Ça en plus ça éloigne l'autre en fait, justement, et puis l'autre c'est est ça, sur la défensive finalement. Exactement, tout le monde fait ça, c'est des stratégies complètement naturelles. On va nous blâmer, on va faire mais bien sûr. Et puis c'est pas de culpabiliser de ça, parce que ma foi, des fois il peut aussi y avoir de la frustration, et je pense que de percer l'abcès des fois c'est pas plus mal, mais de réussir finalement à pas faire que ça peut être une partie de la discussion, puis ensuite d'essayer de trouver des solutions ensemble. Je pense que c'est primordial, parce que si un des partenaires dit à l'autre pour moi ça commence à devenir une souffrance pour moi, et puis de sentir qu'il n'y a plus réellement de désir, ou bien de sentir que tu viens tout le temps vers moi, puis que moi je suis toujours un peu, je dois presque me forcer en me disant bon c'est fait, tu vois. En fait ça déséquilibre complètement le désir, ça déséquilibre complètement la flamme du couple et la sexualité du couple, et du couple, de la relationship. Mais du coup je trouve que de réussir à sortir de ce poids de la discussion, du blâme à l'autre, c'est aussi vous offrir la possibilité de redécouvrir une sexualité qui peut être différente de ce que vous avez vécu, parce que comme tu le disais bien avant, retrouver la sexualité des débuts, c'est pas possible. Vous vous connaissez alors qu'avant vous vous connaissiez moins. Voilà. Déjà. Point barre. Et madame. Mais par contre, il y a différents aspects sur lesquels vous pouvez travailler, et il y a notamment l'imaginaire érotique. Ah oui. Il y a redécouvrir des sensations dans les plaisirs simples. Ça veut pas dire à chaque fois que c'est aussi... Ce sera un épisode en soi d'ailleurs. On n'aime pas le mot préliminaire, mais bref. Mais ça veut pas dire que il y a ça, que ça va direct amener à une relation sexuelle.
Pas du tout. Exactement. Il faut aussi redécouvrir que si par exemple il y a une caresse qui se fait ou comme ça peut juste être pour la caresse à ce moment-là et pour un moment d'intimité et de complicité, mais que ça veut pas dire contrat sexuel derrière. D'ailleurs, justement, je me rappelle, il y avait ça fait un moment maintenant, mais je sais qu'il y avait un jeune garçon, je sais pas, peut-être 18-19 ans, qui en tout cas aimait beaucoup les femmes et aime beaucoup les femmes, mais il me disait, mais parfois ça m'embête un peu parce que je me retrouve en fait sur le canapé et puis j'ai pas forcément envie d'avoir un rapport sexuel, j'ai juste envie de faire des câlins, mais du moment où je lance les câlins, on dirait que c'est d'office qu'il y aura un rapport sexuel. Et comment faire comprendre à l'autre ? Ça a été vraiment une question. Et en fait, souvent, alors c'est vrai que c'est pas forcément facile pour tout le monde et on le comprend et on l'entend, mais c'est vrai que on revient un peu à cette communication, mais il y a différentes manières de communiquer. C'est pas forcément dire ah non, j'ai pas envie. Il y a des manières un peu plus douces, en disant genre est-ce que ça te dit juste qu'on reste comme ça posé et puis qu'on se câline. Et puis en fait ça fait direct, ça met pas l'autre en distance, ça bloque pas l'autre, mais ça garde ce côté chaleur, ce côté caliente, tout ça, mais sans que ça aille plus loin, quoi. Et puis c'est hyper bon, ça fait du bien justement aussi de pas forcément avoir que le focus sur les rapports sexuels, quoi, en tant que tel. Je rebondis là-dessus parce que plus je lis comme c'est des sujets qui me passionnent, je lis beaucoup de littérature là-dessus, et puis c'est vrai que ça revient souvent. Comme on le disait avant, le désir, c'est un spectre. Et puis, évidemment, il y a le désir des relations sexuelles qui en fait partie. Mais il y a aussi le désir de passer un moment intime, de se retrouver, d'être rassuré, de se câliner, comme tu disais, que ce soit juste englobant parce que à ce moment-là, j'ai besoin de réconfort. Et que, en fait, ça signe pas que d'entamer un truc de désir, de montrer à l'autre qu'on a du désir pour lui, ça oblige pas à avoir des relations sexuelles. Et ça, je pense que cette pression-là, elle est super dangereuse parce que après, encore une fois, ça déséquilibre. Encore une fois, ça vous met en porte-à-faux avec vos partenaires parce que du coup, il y en a un qui force et l'autre qui doit être forcé. Et puis, ça peut vite déséquilibrer. Puis après, finalement, ça crée des schémas qui sont pas super positifs, qui créent des cycles de réaction aussi qui peuvent être négatifs. Et puis, on s'enferme un petit peu là-dedans et du coup, après, ça arrive à des consultations de couple. Souvent, on en a entendu pendant notre formation, on a aussi vu des situations, des cas cliniques comme ça, où c'est « Ah, mais je sens bien que ma partenaire vient tout le temps vers moi à ce moment-là et que c'est à moi de mettre un frein. » Et du coup, l'autre se sent rejeté, la première personne se sent forcée. Et c'est ces schémas-là qui sont aussi difficiles à ressortir parce que si ça fait 20 ans que c'est comme ça, c'est difficile de ressortir de ça et puis de désapprendre. Et de reconstruire. C'est faisable, mais c'est difficile. D'ailleurs, quand tu parles de 20 ans, c'est intéressant parce que souvent, on a un peu cette idée que, après 10 ans de relation, 20 ans de relation, on peut parler complètement de tout avec nos partenaires, mais pas forcément. Et justement, pour certaines personnes, c'est plus difficile, mais c'est OK. Ça veut dire que faut aussi prendre justement le temps de apprendre à communiquer, à dire en tout cas les choses comme on a envie que ce soit, sans forcément que ça mette un frein. Donc voilà, c'est vrai que après plusieurs années, ça va pas d'office qu'on puisse parler librement de tout de manière très ouverte. Alors oui, c'est ce qui est en tout cas pour une qualité de vie beaucoup plus saine, c'est ce qui est recommandé, mais on sait très bien et on est consciente que c'est pas du tout quelque chose qui va de soi, quoi. Clairement pas. Et je pense aussi, un point que tu as nommé, mais en off, c'est, je pense aussi, hyper important de garder des espaces pour soi, quoi. Parce que de nourrir ça, de nourrir aussi et d'avoir l'espace de se questionner, de se dire, ok, qu'est-ce que pour moi maintenant j'aurais besoin pour me sentir désirée, pour montrer mon désir, pour créer un climat qui me convient, affectif, sexuel, émotionnel, parce que ça c'est aussi super important. Et pour moi, on verra mais comment on finit, mais je pense que c'est aussi un point important sur lequel finir, donc on y reviendra, là je le nomme juste, mais c'est aussi de comprendre que le désir il nécessite un environnement, il nécessite un climat, et c'est pas boum boum
Voilà, c'est quelque chose qui doit être construit et c'est pas le rendez-vous du samedi à 10h du matin, on fait l'amour quoi, depuis 10 ans. Les samedis matins à 10h. C'est ok si c'est votre rendez-vous, mais je pense aussi que de nourrir ça peut être des petites choses, hein, c'est vraiment pas... Mais voilà, je pense que ça se nourrit, que ça s'entretient, et puis que ça permet aussi de vivre ça de manière un petit peu plus... un petit peu moins sous pression, finalement. Ouais. Bah, justement, avant, quand on parlait, justement, ça relie avec ce que tu dis, parce que quand on parlait de blâmer, etc., il y a un peu... il y a ce qui revient souvent, par exemple, dans les relations longues, dans les couples, en tout cas, c'est qu'il y a un faible taux de renforcement positif. Ouais. C'est que à force de reproches, blâmer, pression, etc., eh bien... évidemment, comme on a dit, faible taux de renforcement positif, c'est qu'il y a le négatif qui prend le dessus et en fait on oublie les bonnes petites choses et on les prend plus en considération et puis et de l'autre côté, le partenaire... c'est souvent... Les partenaires se renvoient souvent la balle, c'est pas forcément que un ou que une. Ouais, c'est complémentaire souvent. Exactement. Donc là, c'est aussi, par exemple, quand on disait la création de nouvelles choses, communiquer, écoute, ça va avec ça va dans ce sens-là, pardon. C'est que c'est intéressant de se pencher dans ces renforcements plus positifs, augmenter le taux pour que ce soit en fait qu'on se sente plus épanoui dans la relation, quoi. Bon, là, on fait vraiment de la consultation de couple, hein. Ah oui, hein. On est dedans, hein. Non, mais je pense que c'est super important ce que tu dis, puis finalement aussi de montrer de l'intérêt à la vie commune, à la vie relationnelle, se montrer disponible à ses partenaires, de parler de ça, d'être capable de parler de ça, de nommer, de prendre le temps de se questionner soi-même et de mettre ça sur le tapis. C'est aussi une disponibilité émotionnelle, c'est aussi une disponibilité du coup relationnel et sexuel, et de se dire waouh, je me sens entendue par mes partenaires, je me sens comprise, je sens qu'il y a aussi une envie commune de co-construire, une envie d'investir dans notre relation. Et en fait, je pense aussi que ça, c'est un feu vert pour beaucoup, beaucoup de gens qui ont des blocages vis-à-vis de ça, de montrer aussi que finalement, c'est une équipe, quoi. Vous êtes une équipe, et puis il faut avancer ensemble, quoi. Et c'est pas que la responsabilité d'un des deux ou d'un du trouble, ou peu importe, mais voilà, cette responsabilité-là ne devrait pas être sur le dos que d'une personne, en tout cas. Et puis, de se montrer disponible à ce moment-là pour parler des problèmes que vous rencontrez, c'est aussi, je pense... Ça permet déjà de débloquer beaucoup de choses, je pense. Énormément, non, mais vraiment. Alors, on vous encourage à aborder ces sujets de manière bienveillante, toujours, toujours en pensant et en communiquant le fait que vous avez envie que ça marche, que vous avez envie de travailler justement en équipe. Et puis parce que c'est vrai que souvent les gens ont peur de discuter de quelque chose parce qu'on peur que le partenaire, les partenaires le prennent mal. Et bien justement, parfois aussi de repartir sur le but du pourquoi on parle de ça, quoi. Quelles sont les envies, quelles sont les motivations, etc., etc. Ouais, et puis vraiment pour éviter que ça devienne une souffrance et un non-dit et un tabou au sein de vos relations, quoi, simplement. Exactement. Et puis alors, on a une autre petite question qui, selon moi, justement, est intéressante d'aborder parce que ça va compléter aussi un peu qu'est-ce que la notion de désir et d'excitation signifie. C'est que justement, pourquoi pour certaines et certains, ont-ils ou ont-elles plus de désir ou moins de désir, justement. Alors pourquoi ? Dans le sens où... on a dit que c'était les variations individuelles, ça on est clair, que le fait qu'il y ait énormément de changements dans la vie, qu'on passe par adolescent, jeune adulte, travail, stress, non, bien sûr. malheureusement maladie, on a dit tout ça, donc c'est vrai que tout ça déjà ça va entrer, et de là
peut justement apparaître un des troubles, en tout cas qui est classé comme trouble, qui est justement... le désir hypoactif. Voilà. Et du coup, ouais, c'est cette sensation de assez peu, ça, c'est pas jamais, il y a quand même une variation aussi en termes de fréquence, de durée, enfin voilà, ça c'est des choses à prendre en compte dans la pose d'un diagnostic aussi, parce que là on met des termes, mais c'est des diagnostics, et puis du coup... Je pense que des fois, c'est important de poser des diagnostics pour bien comprendre, mais il ne faut pas non plus que ça enferme. Donc, ça ne veut pas dire que si vous vous identifiez à ce qu'on dit que c'est exactement ça, il faut vraiment prendre le temps. Si vous ressentez des souffrances, si vous ressentez que vous vous reconnaissez là-dedans, très bien dit, ouais. Je pense que d'aller consulter de toute façon... C'est hyper important, et puis c'est pas juste écouter ce podcast, enfin faites attention des fois avec ça parce que ça peut ne pas être complètement correct dans votre situation, juste un petit disclaimer. Non, mais je trouve que t'as hyper bien fait de mettre l'accent là-dessus, c'est pas parce que souvent quand on entend même pour d'autres troubles de santé mentale, hein, on entend certains autres troubles et on se dit moi je suis tel et tel parce qu'en fait j'ai vu ça sur les réseaux, il y a plein de trucs, alors faut vraiment faire attention avec ça. Alors ça, je trouve que c'est parfois ça aide parce qu'on se sent un peu justement moins seul, mais juste effectivement de quand même prendre les pincettes parce que nous on sait pas qui vous êtes de l'autre côté, et puis en fait c'est vrai qu'on sait pas qui vous êtes, et en fait autant peut-être que vous pouvez vous enfermer là-dedans, autant pas, et que vous prenez juste les informations sans forcément mais voilà. Comme a dit Mathilde, n'hésitez pas, exactement, et n'hésitez pas vraiment à aller consulter. C'est merveilleux les consultations, on apprend plein de choses. Oui, puis ça veut pas dire que c'est 6 ans de thérapie. Hein. Mais non. On fera vraiment. Je pense que ce serait méga intéressant qu'on fasse un épisode vraiment sur ça, sur aussi tout le tabou d'aller voir des sexologues. Ouais. Je pense que ce sera un épisode en soi. Je note. Mais du coup, oui, pour revenir au désir hypoactif, c'est vraiment c'est cette absence de fantaisie sexuelle et d'intérêt pour les pratiques sexuelles. Et ça peut être là depuis longtemps, ça peut se manifester, ça peut varier, comme je viens de le dire. Mais c'est souvent quelque chose qui est mis à distance. Il y a des tendances à adopter des comportements d'évitement envers tout ce qui est sexualité active, comment tu dis le fait de créer chez l'autre aussi une attirance et tout ça, il y a vraiment des mises à distance comme ça qui se font. Et puis, bien souvent, comme on dit avant, souvent ça, c'est des gens qui peuvent avoir un désir hypoactif, attirent souvent des gens qui ont un trouble complémentaire, ou pas un trouble, mais qui ont aussi des comportements complémentaires à ces gens-là, parce que voilà, je pense on fait souvent ça, mais ça pour tout, c'est des choses qui arrivent. C'est assez fou quand même. Et du coup, ce désir hypoactif, il est important d'être investigué parce que déjà, qu'est-ce que ça crée en vous ? Pourquoi, selon vous ? Après, c'est vraiment, des fois, c'est un peu, il faut peler pour arriver au cœur. Bien sûr. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui peut arriver et c'est des choses qui peuvent survenir et puis finalement partir. Comme on le disait avant, la libido, c'est quelque chose aussi qui fluctue. Donc ça veut pas dire que pendant 3 mois, vous avez eu moins envie, que d'un coup, vous êtes asexué et que vous avez un désir hypoactif pour 30 ans, voilà, c'est aussi, ça peut survenir, ça peut repartir, ça peut aussi, le manque de désir, ça peut aussi juste être un signal qui vous montre que là, avec cette personne, avec ces personnes, aussi, dans cette situation, c'est pas ça. Et puis, c'est aussi votre corps qui vous montre qu'il n'y a pas tous les feux verts. Voilà. Ça, il faut être assez... c'est justement, c'est clairement la bienvenue de porter attention à tous ces signaux. On s'oublie un peu, parfois, justement, on a cette tendance un peu à s'oublier. Et c'est aussi bien d'un côté de vivre le truc comme ça, mais parfois, quand on ressent quelque chose en nous, et bien de prendre aussi le temps de l'écouter. Exact. Comme par exemple, avant tu parlais des stratégies, c'est hyper important, des stratégies d'évitement, pardon. Par exemple, quand il y a des stimuli, des stimulations sexuelles qui viennent et puis qu'on veut éviter ça parce que justement le désir n'est pas du tout là. Eh bien, c'est important de justement aller couche par couche et puis de regarder, mais alors qu'est-ce que je suis quelles sont mes stratégies à ce moment-là, pourquoi, et puis de les noter. Vraiment, mais aujourd'hui, on a les ordinateurs, oui, c'est vrai, mais noter. Vraiment, ça, c'est super de d'écrire ce qui se passe en nous. On va toujours mieux se comprendre et mieux pouvoir...
en tout cas pallier à certaines choses. Si demain, voilà, on veut faire une consultation, eh bien, on saura que la stratégie d'évitement, elle est comme ça. Puis ça peut aussi un peu plus... En fait, c'est toujours plus complet et ça permet juste de mieux comprendre et de mieux cibler. Alors, je vais rebondir sur ça aussi. Je vais un petit peu ressortir du désir hypoactif qui est un sujet spécifique. Mais je voulais aussi parler que le désir et l'excitation est quand même relié aux cycles hormonaux. Complètement. Et il y a 2 cycles qui sont connus. Il y a le cycle circadien qui est basé sur une durée de 24 heures. Et ça... c'est plutôt chez les personnes ayant un pénis et un système hormonal dit masculin. Et en fait, souvent, il y a cette érection matinale, il y a cette envie parce qu'il y a un boost de testostérone dès le matin. Et puis souvent ça crée de l'envie parce que c'est là, c'est présent, il y a des sensations, c'est le sang qui afflue, enfin voilà, c'est des réponses physiologiques. Alors que pour chez les personnes ayant des vulves et des hormones féminines, c'est un cycle hormonal qui est plutôt entre 28 et 40 jours. Et puis, du coup, qui n'est pas du tout en phase avec le cycle circadien. Et du coup, des fois, dans les couples hétérosexuels, où du coup, il y a une différence de cycle qui est flagrante, ça peut aussi créer des problèmes. Parce que du coup, les envies ne sont pas là au même moment. Le fonctionnement du corps et les hormones et les pics d'hormones ne sont pas là au même moment. Et puis, du coup, ça peut vraiment créer un décalage. Et du coup, sur un cycle de plutôt de 28 ou 40 jours, il y a différentes phases. Il y a la phase lutéale, il y a la phase... des règles, il y a la phase de l'ovulation et en fait c'est selon ces phases-là et souvent pendant la phase de l'ovulation les choses sont bien faites, on a plus envie, on a plus de libido parce que c'est aussi le moment de procréer, simplement dans nos réponses animales. Et puis, du coup, voilà, il y a ces décalages-là et je pense que c'est aussi important de dire que ces hormones-là, elles influencent le désir, elles influencent l'excitation, elles influencent forcément, du coup, aussi nos réponses physiologiques. Et que, du coup, naturellement, biologiquement, il y a des différences. Et puis que d'en être conscient, ça permet aussi de pouvoir expliquer avec des mots et de pas juste dire « purée, mais moi j'ai l'impression d'avoir jamais envie alors que mon partenaire a l'air d'avoir tout le temps envie. » Non. Je trouve que c'est bien là que tu aies mis l'accent là-dessus parce que du coup ça renvoie aussi à ce que tu avais dit en off aussi. Oui, on est tout le temps en train de discuter. C'est que c'est hyper hétéronormé justement. Tous les tabous, les mythes et les attentes sociales, elles sont hyper hétéronormées et puis c'est tourné vraiment autour de hommes-femmes alors que non. C'est bien plus que ça. Oui, encore une fois, quand on parlait de spectre du désir, c'est pas forcément que par rapport à la gamme de préférences, d'intensité, etc. C'est aussi que justement, c'est des variations individuelles. Qui dit individuel, c'est une multitude de choix, de relations et d'identification, quoi. Oui, et puis d'attirance sexuelle. Exactement, voilà. Quand on parle aussi de... Bon, alors, sans vouloir faire un résumé de nos études de master, mais quand on parle du genre, il y a plusieurs, dont l'attirance sexuelle, et le désir fait complètement partie de cette attirance sexuelle. Complètement. Et si vous vous posez la question de « Waouh, mais suis-je normal de pas ressentir ?» Bon, alors déjà... Basta avec suis-je normal, personne n'est normal parce qu'il n'y a pas de règle générale. Oui, vraiment. Mais il n'y a pas de règle générale. Et du coup, c'est pas un choix et c'est de l'alchimie et c'est de la chimie et c'est vos hormones qui répondent. Voilà. Et c'est complètement OK aussi. Exactement. Et justement, pour un peu juste reprendre, en fait, donc on a parlé désir hypoactif, on a parlé aussi des hormones, mais on a aussi, et on a envie, parce que c'est hyper important et que c'est souvent oublié, on veut parler justement des personnes asexuées. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Il ne faut vraiment pas confondre désir hypoactif et une personne asexuée. C'est deux choses complètement différentes. Alors, les deux peuvent en souffrir, mais de manière différente. Je m'explique. Le désir hypoactif, ça va être plutôt une souffrance qui, soit si c'est en couple justement ou en troupe ou peu importe, ça apporte beaucoup de frustration, d'incompréhension, de culpabilité, ou même soi-même, on n'est pas en accord avec ce désir qui est hypoactif, on aimerait que, mais on n'y arrive pas. Il y a cette souffrance-là.
Et puis en parallèle, on a une souffrance qui est plutôt, je dirais, sociétale du coup, parce que, eh bien, elle est très peu comprise et puis elle est un peu même négligée en sens de, enfin, elle est pas du tout invisibilisée. Complètement invisibilisée. Quasiment complètement. Ouais, moi je trouve en tout cas qu'elle est vraiment beaucoup et surtout, ouais, elle a un peu. Enfin, les personnes peuvent en souffrir justement parce qu'elle n'est pas considérée comme. Souvent on se dit mais quoi, t'aimes pas le désir? Non, mais ça va pas ou quoi? Alors que ces personnes, eh ben, donc j'ai pas expliqué ce que c'était une personne asexuée, pardon, c'est qu'il y a peu voire pas de désir et que justement en sens volontaire, hein, ces personnes-là veulent plutôt s'attarder peut-être sur le romantique ou alors sur l'intellectuel ou alors sur le spirituel, peu importe, libre choix, mais voilà, c'est un choix et là c'est l'accent à mettre, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment... Enfin, je pense que c'est important de pouvoir définir et puis de dire que ça veut pas dire que ces personnes-là, elles ont pas de désir pour des relations sexuelles, qu'il n'y a pas de volonté de pouvoir être en relation pour autant. Il y a quand même peut-être ce besoin de proximité physique, mais sans passer par les relations sexuelles. Ce besoin aussi d'être dans un réconfort, dans, comme tu disais avant, les câlins. Enfin, voilà, ça veut pas dire que du coup tout est coupé. Et au contraire, et je pense que c'est important aussi de donner la place à cette discussion-là et de dire que ben du coup ça veut pas dire enfin après forcément ça doit être en accord avec l'autre partenaire, enfin évidemment que du coup ça doit être discuté et tout ça parce que ça implique certaines décisions communes, mais voilà, ça veut pas dire que c'est des personnes qui seront jamais en relation, parce que bien au contraire, elles ont complètement le droit aussi à vivre des relations avec d'autres personnes. Voilà, je suis très d'accord. Alors, pour gentiment conclure cet épisode, bon, je pense que déjà, on est passé... on a pu dialoguer déjà sur beaucoup de sujets différents dans ce sujet. Et puis, je voulais quand même rajouter, ce qui permet aussi un petit peu de synthétiser, c'est aussi que le désir, comme je le disais tout à l'heure, et l'excitation, ça passe aussi par l'anticipation et la création d'un langage de désir, d'excitation commun. Et pour moi, ça n'a pas vraiment sens de... Je dis pas que ça doit être tout le temps comme ça, mais aussi d'instaurer dans ses relations, quelque chose de la complicité, quelque chose de la séduction, quelque chose de je montre à l'autre que je suis désireux, mais pas que de relations sexuelles, mais d'un contact, voilà. Du relationnel, exactement. L'autre et l'autre, quoi. Enfin, de vraiment. Disponibilité, exactement. De aussi je suis réceptif ou c'est réceptive, et ben ça permet aussi après de poser un contexte, un climat et un environnement où les relations sexuelles peuvent survenir sans que ce soit out of the blue, sans que ce soit purée, mais en fait l'autre personne ne m'a pas calculé pendant 6 jours et puis là d'un coup il y a une envie de relation sexuelle et moi ça me convient pas. Et de faire cet effort-là, cet effort supplémentaire de construction, de démonstration en fait d'affection aussi simplement, et ben ça permet aussi de replacer cet aspect-là au centre, au lieu de centraliser autour des pratiques et des rapports sexuels, je trouve. Moi, je trouve que tu as très bien terminé cet épisode en disant que mettez-vous au centre en tant que couple ou plus, groupe. Mettez-vous au centre en tant qu'individu aussi, et puis voilà, là, quand la volonté est là, on peut vraiment construire beaucoup de choses avec la volonté, et aussi évidemment, enfin on va pas se mentir, il faut aussi être avec la bonne personne, hein. C'est voilà, c'est pas que la volonté, communication, écoute, etc. Il faut aussi parfois, on a beau faire des choses et c'est hyper bien en fait, mais on a beau faire des choses et parfois ça fonctionne pas, mais c'est pas grave parce que justement on fait toujours de son mieux, et je trouve que c'est là aussi la clé, c'est de faire de son mieux dans les choses, et puis voilà quoi. Ouais. Et d'apprendre sur soi. Voilà. Ah, apprendre, c'est vraiment ça, c'est vraiment on n'arrêtera jamais. Ouais, il faut. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve alors pour des prochains épisodes, et encore. Bye bye. Bisous.